Je me tourne immédiatement vers Steven pour lui laisser la parole afin de nous parler des tendances réformistes sur la période qui s'étend de 1950 à aujourd'hui. Shukran ya Omero, merci beaucoup. Alors, mon cher collègue Mohamed Haddad a parlé effectivement de réformisme en le situant à partir du moment où il y avait une confrontation avec l'autre. Donc je vais partir de ça en fait. Pour mes travaux de recherche, je me suis confronté tout simplement à un problème. Là, je vous expose exactement pourquoi j'ai travaillé, ou comment plutôt j'ai travaillé sur ces questions. Souvent la recherche part de questions en réalité très très simples en réalité. C'est tout simplement, je vais faire une thèse sur le réformisme. Et lorsque vous regardez toute la littérature en anglais, français, arabe, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez des pléthores, des centaines d'auteurs qui vous disent « je suis réformiste, je suis islahi » en arabe, ou muslih, ou mujaddid, ou rénovateur, etc. etc. En fait, il y a énormément d'acteurs qui écrivent et qui revendique cette notion en fait, de réforme, réformisme, renouvellement, renouveau, etc. Mais le problème, c'est que lorsqu'on regarde, il n'y a même pas besoin d'être un spécialiste pour voir ça, c'est que certains vont être même carrément dans un courant wahhabi, et ils vont s'affirmer eux-mêmes comme faisant de l'islah, en passant par les frères musulmans, jusqu'à des penseurs, mon collègue a parlé de modernistes, effectivement, on avait par exemple, ou alors je sais pas, moi des écrits par exemple de vulgarisateurs, paix à son âme, Malek Chebel écrivait beaucoup d'ouvrages de vulgarisation, et pareil, lui aussi se revendiquait de cette même notion. Donc en fait, quelqu'un qui s'aventure dans ce champ ne comprend rien, puisqu'il a des auteurs qui vantent l'Arabie Saoudite et le wahhabisme officiel, et en même temps, il voit quelqu'un comme Malek Chebel qui parle d'islam des Lumières et qui tous les deux se revendiquent de la même notion. Moi, je me mets à la place de quelqu'un qui connaît et qui connaît pas, je pense qu'il comprendra jamais rien, le pauvre. Donc c'est très complexe. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une question simplement du public. Ce serait trop facile. Eh bien, la chose intéressante, et c'est ce qu'a soulevé mon collègue Mohamed Haddad, c'est que en dehors même du public, même dans les cercles spécialisés, il y a cet amalgame qui est fait. Mon collègue a parlé d'amalgame, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire que vous trouvez des écrits, je ne vais pas les citer, ça ne sert à rien. On est ici en bonne entente, on veut se fâcher avec personne, mais on trouve effectivement chez aussi nos collègues qui écrivent sur ces questions, pareil, en fait, la même non-discrimination, la même non-distinction entre des auteurs qui sont complètement différents, qui reconfigurent complètement différemment le patrimoine, ou qui ne le reconfigurent pas du tout, qui n'en ont rien à faire parfois aussi, certains, qui sont hors champ religieux. Mon collègue disait que le réformisme s'inscrivait effectivement dans un mouvement de pensée qui était concerné par le fait religieux. Il y a des acteurs qui se présentent comme réformistes ou qui parlent de réforme, mais qui n'en ont rien à faire en fait de l'aspect religieux, par exemple, qui considèrent que l'islam a fait son temps, que c'est bon, que d'ailleurs toutes les religions doivent être mises sur une étagère dans un musée, vous voyez. Donc ce n'est pas du tout la même chose que font ce type d'acteurs, qui ont le droit bien entendu de le faire, c'est pas la question, mais ils ne font pas la même chose que quelqu'un comme par exemple, on a cité Jamal El-Benna, donc je vais le reprendre, que Jamal El-Benna, donc le petit frère qui est décédé, paix à son âme, il n'y a pas très longtemps, le petit frère de Hassan el-Benna, qui a tout le temps écrit effectivement dans une tendance plutôt coraniste du réformisme. Il ne fait pas la même chose que quelqu'un comme Malek Chebel ou qu'un salafi qui parle de islam, vous comprenez? Donc on ne comprend plus rien. Et rassurez-vous, personne n'y comprend rien. Donc on est tous dans la même situation. Donc voilà tout simplement en fait, la situation dans laquelle je me suis trouvé. Ensuite, après, qu'est-ce que vous faites quand vous faites des travaux? Vous cherchez une bibliographie, donc vous en trouvez une. Malheureusement, je suis tombé que beaucoup trop tard sur les ouvrages de mon collègue Mohamed Haddad. Ça m'aurait beaucoup aidé au début. Je les ai découverts à la fin. Et donc finalement, eh bien, directement, par induction, tout simplement, en analysant en fait, le matériau, tous les corpus que vous avez dans les trois langues, anglais, français, arabe, eh bien, progressivement, vous dites il est temps d'établir une typologie sérieuse, en fait, un minimum scientifique. Et après, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous la proposez au monde scientifique d'abord, à vos pairs, à vos collègues, et ensuite, vous cherchez à la diffuser au plus grand nombre, et vous cherchez à ce qu'on vous contredise. Pas pour l'amour de la contradiction, pour simplement, parce que la science progresse ainsi, tout simplement, par une contradiction positive, par une dialectique qui permette à nous, chercheurs, de pouvoir eh bien, affiner nos outils, vérifier ou pas d'ailleurs nos hypothèses, et c'est ainsi que la science fonctionne. Donc voilà tout simplement ce à quoi je me suis attelé. Alors, je vais commencer par j'ai déjà commencé, mais je vais poursuivre très rapidement par peut-être montrer ce que le réformisme n'est pas, justement, peut-être, par opposition. Donc j'irai très rapidement parce que là, je pars sur une époque un peu plus ancienne, mais rassurez-vous, je n'y resterai pas longtemps. Je vais vous montrer cette diapo, par exemple. Vous voyez ?
Ça, ce sont les 3 empires islamiques qui, en gros, hein, c'est une datation approximative entre, en gros, le XIVe et le XVIIe siècle, étaient importants et puissants. Vous voyez, donc jusqu'au, j'ai bien dit, XVIIe siècle. Donc tous les discours que l'on entend, on parlait de critique historique avant moi, eh bien, tous les discours que l'on entend sur la civilisation islamique a chuté à partir du Xe siècle. Vous savez, l'image de Bagdad, où il y avait tous ces débats géniaux, et ensuite après plus rien. En fait, c'est historiquement juste faux, puisque la civilisation islamique ancienne est très vivace jusqu'au XVIIe siècle. Je citerai ma référence sur cette question, parce que je ne suis pas historien médiéviste, absolument pas. C'est le grand historien américain Marshall Hodgson qui a montré ça brillamment. Pour moi, ce qu'il a produit est inégalé jusqu'à présent. Il a expliqué justement dans une série d'ouvrages en fait, qu'il avait produit que c'était un mythe de considérer que la civilisation islamique chute à partir du Xe. Et pourquoi ce mythe existe? Parce que c'est le prisme arabo-centré des Européens eux-mêmes. C'est que comme le monde arabe était plus proche de l'Europe, on avait une vision du monde musulman restreinte au monde arabe. Et par conséquent, si le monde arabe chute, on considérait en Europe que, par conséquent, le monde musulman chutait. Mais en réalité, pas du tout. Le monde musulman ne peut pas se restreindre au seul monde arabe, il est beaucoup plus vaste. Et donc, c'est cet historien qui a montré, à mon sens, ça brillamment. Il a montré que non, jusqu'au XVIIe siècle, en réalité, dans le monde islamique, il y avait une forte présence et une force de proposition. Donc ça, c'est jusqu'au XVIIe. Bon, moi, j'ai l'habitude, du coup, donc j'ai un petit peu prolongé en fait sa réflexion. Donc Empire ottoman à gauche, l'Empire safavide chiite au centre, et à droite, l'Empire sunnite mongol. Donc 3 empires musulmans importants. J'ai l'habitude, du coup, aussi de donner une petite date symbolique. Ça, en l'occurrence, c'est pour mes étudiants. Je montre cette belle peinture qui représente tout simplement le siège manqué par les Ottomans, le siège perdu par les Ottomans du siège de Vienne, en fait, hein, en actuelle Autriche. En 1683. Donc je donne une date parce que c'est toujours un peu plus intéressant d'avoir une date puis de mettre une image en fait. Hein. Donc là c'est un tableau réalisé par un peintre flamand après les événements, donc à la fin du XVIIe, qui tout simplement fête en réalité la victoire entre guillemets des chrétiens contre les Turcs ottomans musulmans. Et là, là vous le voyez malheureusement pas très bien, mais on voit effectivement que les Turcs ottomans sont défaits. Et il y a tout un ensemble de... Voilà. Donc je donne cette image pour vous montrer que jusqu'en 1683, il y a encore une vivacité très importante de la civilisation de l'islam. Pour revenir maintenant à notre propos, parce que vous allez voir que c'est très lié. Mon collègue parlait de confrontation avec l'autre, avec l'altérité en fait, qu'on appelle très rapidement l'Occident. Et bien en fait, effectivement, à partir de là, il va y avoir une réaction très, très importante en fait, du monde musulman dans toutes ces... Et ça ne commence pas dans le monde arabe, contrairement à ce qu'on croit. Ça commence en Inde, principalement. Ça vient de l'Inde, parce qu'on sait si on étudie les historiens de cette période, du XVIIe, XVIIIe siècle. En fait, ça commence à partir de là, et effectivement, il y a des mouvements qui commencent à se mettre en mouvement, et qui disent, là, il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Vous savez, il y a une phrase que l'on dit très souvent en arabe, c'est une phrase qui revient tout le temps, qui signifie pourquoi est-ce que les musulmans sont en retard et les non-musulmans et les autres sont en avance, progressent. C'est une phrase qui est lancinante, hein, chez tous les débats, encore jusqu'à aujourd'hui, dans le monde musulman, on l'entend cette phrase. Vous voyez ? En fait, ça montre qu'il y a un sentiment de crise profonde. Et du coup, comment on va réagir à cette crise? Eh bien, par une confrontation. Mais il va y avoir des réponses différentes. Et moi, justement, j'ai distingué 2 réponses principalement qui structurent, en fait, vraiment de strates profondes. Vous avez une réponse négative qui voit ça comme une confrontation, c'est-à-dire nous sommes musulmans, nous avons le haqq, je schématise bien entendu, hein, nous avons le haqq, Dieu ne nous assiste plus, c'est la perte d'un empire, il faut le reconquérir. Vous voyez, c'est cette attitude. Mais il a existé, comme disait mon collègue, une pluralité dans cette attitude. Un autre type d'attitude, et que l'on commence effectivement à voir, parce qu'on a des sources très importantes, au tout début du 19e siècle, en Tunisie, nos amis tunisiens, une grande tradition réformiste, chez notamment ce qu'on a appelé les réformistes tunisiens, qui en fait, face à cette confrontation, puisque bien entendu c'en est une, il y a des assignations, il y a tout un ensemble de choses, il y a tout simplement des guerres d'appropriation, hein, c'est du très concret, mais en même temps, on peut y répondre différemment. Eh bien, les réformistes, justement, contrairement aux premiers, vont y répondre différemment. Ils vont y répondre avec une attitude d'identité-projet, comme dit mon collègue Jean-Paul Willem. C'est-à-dire en construisant quelque chose, en disant, voilà,
nous ne sommes plus comme avant, nous n'avons plus la même grandeur, mais tout simplement la science a évolué, la connaissance du monde, et bien nous allons prendre cela, puisque ça nous appartient aussi. Ce n'est pas uniquement le hikmah dalatul mu'min, vous connaissez le dicton, al hikmah dalatul mu'min, et donc nous allons reprendre effectivement ce qui est la sagesse d'autres nations pour l'intégrer à notre paradigme religieux et re-questionner par la même occasion le turath, c'est-à-dire le patrimoine islamique. Ça, c'est une autre attitude qui n'est pas dans la confrontation première, mais qui est plutôt dans la reconfiguration positive de quelque chose de clairement nouveau, mais qui n'est pas non plus en rupture avec l'ancien, contrairement à ce qu'on croit souvent. Encore dernièrement, sans citer, parce que on parle des réformistes très souvent, si vous regardez sur Internet ou autre, comme des traîtres, comme des etc., des mots que je ne vais même pas citer ici, tellement c'est indécent. En réalité, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas du tout en fait leur positionnement. C'était des gens qui étaient tout à fait conscients, qui étaient fiers d'être, ils le sont, fiers d'être musulmans, appartenir à leur ère culturelle ou géographique ou les deux, et qui tout simplement voulaient apporter une solution clairement à l'islam. C'est le discours des acteurs. Hein. Nous on n'invente rien, observateurs. C'est le discours des acteurs. Ils veulent que l'islam soit fort, et donc ils reconfigurent leur propre tradition, mais parfois oui, de manière très critique. Et là, très souvent, les arguments qui reviennent chez les auteurs réformistes, c'est que ils vont réutiliser comme ce qu'ont fait les anciens, qui ont pris les sciences de leur époque, et comme aujourd'hui les sciences elles ont développé, on va reprendre les sciences les plus récentes, linguistique, anthropologie historique, biologie, physique, etc., etc. Donc vous voyez, ce sont deux attitudes différentes. La première, je l'ai qualifiée de revivaliste, pour la distinguer justement, puisque je disais ce que le réformisme n'est pas. Eh bien la première, je l'ai qualifiée de revivalisme. Pourquoi ? C'est un emprunt, c'est un anglicisme de l'anglais revival, et ça désigne tout simplement effectivement cette volonté de retour à quelque chose qui est très connu aujourd'hui, hein, qui est devenu la norme dans les milieux musulmans pratiquants, le retour au salaf salih, aux pieux prédécesseurs. Mais ce qu'on oublie en fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que cette attitude de retour aux pieux prédécesseurs qu'on considère aujourd'hui être la norme dans les milieux musulmans pratiquants du monde entier, ça n'était pas il y a encore 80 ans, c'était autre chose. On avait une conception de la norme qui était différente. Ce qu'on mettait dans le mot sharia il y a 80 ans, chez par exemple ces auteurs réformistes ou même Al-Azhar, n'est plus ce que l'on met aujourd'hui derrière le mot sharia chez par exemple des militants des frères musulmans en Europe ou en Égypte ou ailleurs, on ne sait pas. Vous voyez, en fait, ça a changé. Et ça a changé pas de manière bisounours, c'est tout simplement c'est un conflit, c'est une lutte, c'est une concurrence entre les groupes de l'islam, parce que chacun veut avoir le monopole du discours religieux dans le monde musulman. Et il y a une grande... on ne le dit pas assez peut-être, je ne sais pas, mais au long du XXe siècle, il y a une grande crise dans l'histoire de l'islam sunnite. C'est la confrontation entre deux grandes forces montantes, qui était le wahhabisme porté par le pétrole, comme disait mon collègue de l'Arabie Saoudite, qui a diffusé énormément, mais en concurrence à l'époque avec les frères musulmans. C'était des ennemis en fait au départ, il ne faut pas oublier. Ils cherchaient à avoir le monopole, chacun de leur côté, du discours de l'islam mondial. Et en réalité, c'est l'Arabie Saoudite clairement qui a gagné. C'est une interprétation de ma part, mais je l'assume et je peux le prouver. Bref, donc maintenant, à partir du moment où on a défini ce que le réformisme n'est pas, vous voyez la différence d'attitude profonde, on peut maintenant du coup, après avoir déblayé cela, dire ce qu'il est. Et pour cela, rappelez-vous ce que je vous ai dit au début, avec cet immense corpus à disposition, eh bien, tout simplement, on établit des critères, tout simplement. Alors, je dis tout simplement, ça n'a pas été simple, mais il a fallu établir des critères. En fait, je vais vous en proposer 5. Je vais essayer de donner des exemples à la fois, pour chacun assez compréhensibles, et je vais essayer de faire vite. Premier critère, tout simplement, ça va être la conscience de la crise profonde. Ça, j'ai pas besoin en fait de rester là-dessus, puisque vous l'avez déjà bien compris, et je l'ai, à mon sens, bien exposé. Le sentiment de crise, il est là, bien entendu. Alors, vous allez me dire, mais c'est partagé par d'autres groupes de l'islam, bien entendu, le sentiment de crise profonde. Vous allez trouver, même dans les milieux des frères musulmans, des gens qui considèrent, bien sûr que nous sommes en crise, et nous sommes là pour y remédier. Ils vont en tenir ce discours, oui. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que tout dépend comment on le fait. Les réformismes vont le faire d'une certaine manière. Les critères que je vais vous énoncer sont tous interdépendants, c'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Les 5 vont ensemble, il ne faut pas avoir simplement un. Donc, premier élément, conscience d'une crise profonde. Alors là, ça a une conséquence pratique, c'est qu'on va sortir justement du retour au salaf salih. C'est-à-dire que les réformistes, dans leur grande diversité, vont effectivement, certains parler de retour au salaf salih, mais ils vont prendre que certains éléments, ils ne vont surtout pas s'y cantonner. Ils vont avoir une plus grande liberté pour puiser ailleurs. Et l'exemple que je donne très souvent, c'est l'exemple de Malek Ben Abi, en fait, lorsqu'il parle de la période post-Almohade. Il considère que jusqu'à la période almohade, la situation de l'islam apporte quelque chose. Après,
ça se discute. Vous voyez, donc ça c'est une étude, c'est un exemple hein, parmi des centaines d'autres qu'on pourrait trouver sur le fait que voilà, un penseur dans cette orientation-là va puiser ailleurs que dans les salaf ou salar. Il va élargir son champ. Deuxième élément, c'est la normativité de la religion. Ça c'est fondamental. C'est-à-dire que là, on va justement pouvoir mettre de côté tous les penseurs qui considèrent que la religion, c'est à mettre dans le placard. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas leur légitimité. Quelqu'un comme Mohamed Harkoun a énormément apporté. Il a forgé des concepts qui nous guident aujourd'hui, clairement. Mais lui, par exemple, son projet n'était pas un projet réformiste. Il ne voulait pas reconfigurer une tradition religieuse pour qu'elle soit encore efficace aujourd'hui. Vous voyez ? Non, lui, il considérait qu'il fallait dépasser ça. Qu'il fallait à la fois dépasser la modernité ouest européenne et dépasser en même temps aussi les religions en général. Il était en dehors en fait, de toutes ces questions. Mais il a apporté des concepts qui peuvent aider les réformistes et de manière plus générale les musulmans qui voudraient bien effectivement lire son œuvre. Troisième élément, c'est la position d'ouverture vis-à-vis de l'altérité. Bon, ça pareil, j'ai pas besoin de rester dessus, vous l'avez compris, c'est tout simplement l'ouverture sur l'autre. Mais c'est déjà impliqué par ce que j'ai déjà dit. Donc une vision positive de l'altérité. Ce n'est pas une vision de conflit. C'est pas il cherche à nous, en fait, à tuer l'islam ou non, pas du tout. C'est qu'on va prendre chez l'autre tout ce qui peut faire re-questionner à nouveau notre patrimoine. Quatrième, c'est certainement le plus simple, c'est l'horizon d'attente. Quand quelqu'un écrit, il écrit pour un public toujours. On appelle ça le lecteur supposé. Ce sont sous les théories en fait littéraires. Eh bien, les réformistes prioritaires, c'est pour ça que le mot prioritaire est en italique, ils visent prioritairement un public musulman. Ils ne visent pas les médias prioritairement, même s'ils peuvent faire les deux. Quelqu'un comme Tarek Oubrou vient d'écrire un livre qui s'appelle ce que vous ne savez pas sur l'islam. Il visait les deux, public, presse, personnes non musulmanes et aussi musulmans. Mais dans son œuvre, il s'oriente principalement, prioritairement vers les musulmans. Et c'est logique, puisqu'il veut changer les représentations de ses coreligionnaires sur une tradition religieuse. Donc c'est logique que prioritairement, son œuvre s'oriente vers les musulmans. Et en l'occurrence, lui, les musulmans pratiquants. Dernier critère, c'est la maîtrise certaine du langage du patrimoine classique. Le mot langage, je l'ai emprunté aux linguistes, c'est pas dans le sens tout simplement la langue, c'est tout ce qui fait cette tradition en fait. C'est-à-dire l'histoire de ces institutions, sa langue aussi bien entendu, parce que le Tourath de l'islam, il est en arabe principalement, un peu en persan mais surtout en arabe. Et par conséquent, oui, pour reconfigurer une tradition, il faut la connaître. Et pour la connaître, il faut connaître son langage. Et là, je fais un rapprochement. Des fois il est un peu mal pris, mais peu importe. Je pense qu'il est très pertinent. C'est que vous avez dans une autre religion un phénomène très similaire, je trouve, qui est le mouvement du judaïsme libéral. Le judaïsme libéral rencontre, enfin je trouve, je l'ai un petit peu étudié en amateur, il est passé vraiment par des étapes très proches. Et par exemple, dans le judaïsme libéral, les grands penseurs du 19e siècle en Allemagne, de ce courant-là, qui l'ont fondé, jamais il leur été concevable qu'ils ne maîtrisent pas l'hébreu. C'est juste impossible. Pour faire avancer une tradition aussi structurée, aussi ancienne et aussi codifiée, il faut une maîtrise, sinon un minimum, sinon c'est pas possible. Je pense que pour l'islam c'est pareil. Ça c'est une hypothèse de ma part, hein. Bien sûr mais c'est une hypothèse de ma part. Voilà, je vous remercie. Je ne vais pas m'étaler sur le reste, sur les tendances, on en reparlera certainement dans les débats, parce que le réformisme il est pluriel, bien entendu, il y a des tendances différentes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Shukran et hosni istimaikum. Merci Steven. Vous présentez 5 critères pour le réformisme contemporain. Nous aurons certainement l'occasion d'en discuter avec les invités, avec le public ultérieurement.